Oh, oh, tu veux voir mon armée de sœurs de bataille? Mais vas-y, reviens. Salut mec, ça va? Alors dis-moi, tu peins quelle armée en ce moment? Bonjour. Désolée de vous déranger, j'ai mon enfant qui a envie de faire pipi. On pourrait emprunter vos toilettes? Ah. Y a pas de toilette ici. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a ici alors? Ici, il y a la précommande des 500 noms de la nouvelle extension de Warhammer. Warhammer? Vous n'avez pas joué à Space Marine 2? Bon, écoutez, je comprends rien à ce que vous racontez. Je dois partir. Au revoir, hein. Les sœurs de bataille, les sœurs de bataille, les sœurs de bataille, les sœurs de bataille, oh là là, les sœurs de bataille, et les sœurs de bataille, tiens, prends ça, oui, oui. Enfin d'un côté, je crains des gars, mais moi tu tues Space Marine 2. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un joueur de tournoi. Il a pris sa liste sur un forum compétitif. Il est inoffensif. Bon sang, mais c'est quoi cet asile de fou? Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous sors une petite vidéo sur Games Workshop en particulier, donc là on va parler de l'entreprise. L'entreprise sous différents aspects, donc c'est des aspects voilà, qui peuvent vous intéresser si vous vous intéressez à ce que vous achetez chez eux, mais aussi à leur politique d'entreprise, etc. Bon, je prétends pas être un expert, mais voilà, j'ai un peu de bouteille maintenant. Et je pensais du coup qu'on pourrait peut-être faire une vidéo récapitulative un petit peu de tout ce que Games Workshop peut faire de bien ou de mal, hein, parce qu'il faut être un petit peu objectif quand même, il faut essayer de voir un petit peu les bons points et les mauvais points, parce que vous remarquerez que globalement il y a deux camps dans beaucoup de sujets aujourd'hui dans la vie, mais aussi celui-là n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire qu'il y a le camp des glazers, c'est-à-dire les mecs qui deep throat complètement Games Workshop. Donc tout ce qu'ils font c'est bien, etc. Et puis l'autre côté, le côté des haters, voilà, qui sont pas forcément plus objectifs non plus. C'est-à-dire que tout ce que fait Games Workshop, c'est mal. On a vu aussi ça dans du coup la sortie custodienne là, qui a été annoncée, dont j'ai parlé sur la chaîne, etc. Et cette vidéo, je pense qu'elle fera partie d'un duo de vidéos. Donc il y aura la première là, ce sera du coup sur Games Workshop à proprement parler, et puis la deuxième, ce sera sur une vidéo un peu plus tranquille sur comment ne pas être prisonnier de son propre hobby, et par extension, comment ne pas être prisonnier de sa propre vie. Ça peut être intéressant, mais je vous en fais la surprise pour la prochaine fois. Donc on va parler de Games Workshop aujourd'hui, donc bon, comme vous le savez, Games Workshop c'est un peu l'entreprise numéro 1 dans le Wargame, c'est-à-dire que c'est la plus mainstream, c'est la plus connue, la plupart des gens connaissent Warhammer aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le cas. Donc on les connaît de près ou de loin, et c'est quand même, je pense, important d'avoir cette discussion, parce que c'est une marque qui est controversée, voilà, qui est quand même pas étrangère à certains dramas, qui est quand même voilà, controversée. Il y a des pour et des moins, et je pense que c'est quand même important, voilà, de remettre les choses au clair. Moi je pense que bon, si vous n'êtes pas trop au fait de ce qui se passe, ou alors que vous suivez ça d'un œil distant, ou alors que vous êtes nouveau, c'est quand même, on va essayer de faire un tour d'horizon, voilà, qui pourrait vous être utile un minimum, hein, et puis on va aussi parler d'anecdotes, hein. Les anecdotes, en ce qui concerne Games Workshop, on va toujours essayer de les avoir d'un point de vue analytique, c'est-à-dire on va essayer de toujours les mettre en comparaison avec la situation commerciale et de la propriété intellectuelle d'aujourd'hui, voilà. Comme ça on va quand même essayer de contextualiser un maximum. Du coup déjà, Games Workshop, c'est une entreprise qui est assez vieille maintenant, hein, elle a presque 40 ans je crois, donc c'est quand même, y a quand même un passif, et moi je distingue 3 époques différentes. Du coup, il y a du début jusqu'aux années 2000 environ, fin 90, début 2000,
Moi j'appelle ça le Moyen-Âge technologique ou l'âge d'or, donc c'est un peu l'apex de l'humanité où on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait, c'était un gros foutoir hein, et tout semblait permis. C'est-à-dire que c'est là-bas où vous trouverez les trucs les plus bizarres, hein, c'est là où vous trouverez tous les fondamentaux du lore que vous aimez aujourd'hui, tous les fondamentaux des designs que vous aimez aujourd'hui, mais ça allait aussi dans tous les sens, hein, faut le dire, c'est-à-dire que lisez des livres, vraiment les tout premiers livres de lore qui sortaient, ça n'avait pas grand-chose à voir de ce que vous pouvez trouver aujourd'hui, il n'y avait pas une direction claire, et c'était assez le bordel, hein, donc pour le meilleur et pour le pire. Ensuite, pour moi, le deuxième âge, c'est des années 2000 jusqu'à peu près 2015, moi j'appellerais ça la Grande Croisade ou l'âge d'argent. C'est-à-dire que c'est l'entrée progressive dans le semi-mainstream des propriétés intellectuelles de Games Workshop. Donc ça a permis surtout de gagner en solidité dans les idées qui avaient été établies précédemment. D'accord ? Donc Games Workshop a eu une sorte de focus et surtout elle a gagné une sorte de direction beaucoup plus claire sur ce qu'elle voulait faire dans ses propriétés intellectuelles, notamment Warhammer 40 000. Et c'était très intentionnel. C'est-à-dire que voilà, il y avait une vibe grimdark très assumée, etc. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment gagné une sorte de semi-mainstream qui était pour moi assez agréable hein, d'ailleurs, mais bon, encore une fois, il y a des gens qui disaient que c'était déjà fini, etc. Bon, je vous laisse faire votre propre avis. Et enfin, moi je dirais qu'il y a de 2017 au présent. Le 2017, c'est la sortie hein, de la 8ème édition de Warhammer 40 000, avec la sortie des Primaris, qui ont vraiment vu une sorte de redéfinition de c'est quoi Warhammer. Hein. Donc moi j'appelle ça l'Imperium sombre, du nom de la 8ème édition. C'est l'âge de bronze. Donc qu'est-ce que c'est l'âge de bronze? C'est le début de la V8 comme j'ai dit, mais c'est surtout la rentrée dans le vrai mainstream progressivement. Donc on était dans le semi-mainstream jusqu'à présent, là on est passé petit à petit dans le mainstream le plus complet jusqu'à un éclatement et un point de rupture dans le Covid. Comme beaucoup de jeux de cartes et de jeux de collection, le Covid a vu les gens s'ennuyer et surtout se renseigner sur beaucoup de choses, ils étaient enfermés chez eux, et le hobby est devenu très mainstream à ce moment-là. D'accord ? Les gens commençaient à en parler, c'est à ce moment-là où on a commencé à voir Henry Cavill qui commençait à parler sur les plateaux télé, que c'était un nerd de Warhammer, etc. et qui a commencé à intéresser des gens qui ne s'y intéressaient pas jusqu'à présent, y compris un public féminin qui n'existait pas, ou alors très très peu jusqu'à présent, etc. Donc encore une fois, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le mainstream, ça a des bonnes choses, mais ça a aussi beaucoup de mauvaises choses. On va essayer d'en parler. Donc, ça c'est les trois âges. Pour moi, on va surtout se concentrer hein, sur l'Imperium sombre, donc c'est l'âge d'aujourd'hui, 2026. Les anecdotes que je vais noter, on va toujours les comparer à notre situation actuelle en 2026. Donc on va parler de différents sujets, un peu en bazar, hein, c'est une vidéo pas trop scriptée, je vais parler de ce qui me semble important, mais avant toute chose, on va parler des prix, hein, parce que c'est souvent ça qui revient, c'est les prix très hauts de Games Workshop. Donc comment est-ce que Games Workshop, de base, justifie ses prix ? Il y a une justification officielle et une justification officieuse. La justification officielle, c'est l'inflation, d'accord ? C'est-à-dire que tous les ans ou tous les 2 ans, Games Workshop, ils vont vous envoyer un mail, ou alors ils vont si vous êtes dans leur liste, soit ils vont mettre un post sur leur forum avec marqué ajustement des prix suivant l'inflation. Et en fait, ils vont dire, voilà, il y a une certaine catégorie d'articles, y compris les boîtes, etc., qui vont avoir un pourcentage supplémentaire en prix, et la plupart des gammes vont augmenter en prix. Donc ça, c'est l'explication officielle. Et ça, on peut l'entendre, parce qu'on est dans un âge aujourd'hui où c'est l'âge de l'inflation, c'est-à-dire que tous les ans, on prend 8% d'inflation quasiment, enfin c'est absolument débile, mais c'est comme ça, ça coûte cher, et tout coûte cher aujourd'hui. Donc Games Workshop n'y échappe pas, et on peut comprendre. Ceci dit, il y a aussi des explications officieuses, que ça, ils ne vous diront pas. Déjà, c'est que eux, ils sont bien contents d'augmenter leur prix. Hein. Faut pas faire les idiots. Bien sûr qu'ils sont très très contents de se cacher derrière l'inflation pour augmenter leur prix. Ensuite, ils ont d'autres raisons qu'ils vont pas forcément vous dire. C'est la géopolitique des États-Unis et des taxes. Alors que en Europe, on n'est pas vraiment affecté par ça. Et ben ils vont nous le faire payer aussi, parce que en Europe, on ne leur fait pas payer des taxes monstrueuses, contrairement à la politique de Trump. Mais le fait est, ils sont bien heureux de faire ça. Troisième chose, qu'ils ne vous diront pas forcément très clairement, c'est qu'ils font de plus en plus appel à des manufactureurs chinois. Alors ça, c'était un truc qu'on n'avait pas l'habitude avant au niveau de Games Workshop, c'est-à-dire qu'on savait que c'était un des bons points, c'était une marque anglaise, tout était fabriqué en Angleterre. Pour le meilleur et pour le pire, parce que du coup ça voulait dire peu de stock, etc. Le fait est, là maintenant, on a vu que Games Workshop faisait appel à des manufactureurs chinois, notamment
pour la traduction, notamment pour la distribution sur le marché asiatique, etc. On a vu ce que ça a donné des leaks day one, c'est-à-dire les Chinois n'en ont rien à foutre de leaker les propriétés intellectuelles des autres, il n'y a pas de souci. Donc ça peut poser problème, etc. aussi, et ça peut avoir des retombées commerciales, parce qu'un produit qui leak, c'est un produit qui peut être repoussé, qui peut avoir des problèmes, etc. Ensuite, au niveau des prix, vous avez des différences notoires, et ça, là je vais comparer à Lego, c'est-à-dire suivant les gammes. Les Lego, par exemple, si vous avez un set à 1000 pièces Lego City, il sera moins cher qu'un prix de set à 1000 pièces Star Wars. Parce qu'en fait, suivant les licences, Lego, ils facturent différemment. Et bien dans Warhammer, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir des gammes qui ne sont pas aussi chères les unes que les autres pour la même quantité de plastique. Je pense par exemple au Seigneur des Anneaux, qui a une gamme relativement moins chère que les autres, Horus Heresy, qui a une gamme légèrement moins chère que Warhammer 40 000, Old World, je suppose que ça suit un peu le même modèle, et vous avez Age of Sigmar et Warhammer 40 000, qui sont beaucoup plus chers que le reste. Parce que par exemple, vous avez jusqu'à présent, pour environ autour de 60 à 65 €, vous avez 20 marines tactiques sur Horus Heresy. Il y a des sets sur Warhammer 40 000, c'est 3 Blade Guard ou alors 3 Chevaliers du Cercle Intérieur Dark Angel pour 50 €. D'accord ? Donc faites le calcul. Vous avez 20 figurines d'un côté et vous enlevez 10 € et vous en avez plus que 3. C'est assez taré quand même. Donc moi ce que je vous conseille quand vous achetez, comparez toujours un peu les prix en suivant le nombre de figurines parce que c'est très intéressant, d'accord ? Donc suivant les gammes, vous avez des vraies différences en termes de prix. Vous avez également les prix héros versus troupes. Dans les boîtes de héros, vous avez des personnages qui coûtent cher. Par exemple, la plupart du temps, vous avez aux alentours, sur encore une fois 40 000, vous avez, pour 35 €, vous avez un héros. Ça fait 2 figurines pour 60 €, c'est très cher. Encore une fois, c'est très cher. Ensuite, vous avez la différence de la figurine et du matériel. Ça, on en avait parlé lors de ma vidéo tuto. Le matériel Games Workshop, c'est-à-dire pinceau, peinture, etc., c'est très cher pour ce que c'est. Notamment en termes de qualité. Je vais pas forcément parler de peinture, mais tout ce qui est pinceau, notamment, c'est vraiment de la merde et c'est très cher. Donc faites attention à ça. Et bien sûr, il y a le business des boîtes de base qui ne se valent pas toutes forcément, c'est-à-dire que si vous faites le calcul, il y en a certaines qui vont avoir environ 30% de réduction que si vous achetiez les produits à l'unité, et puis il y en a d'autres, c'est à peine 10%, donc ça vaut pas forcément le coup, sachant que en général, ce que Games Workshop fait, c'est que ils utilisent les boîtes de base pour écouler certains produits qui n'écouleraient pas autrement. Par exemple les Tsangor, on en parle, les joueurs Thousand Sun se reconnaîtront peut-être, mais il y avait la malédiction des joueurs Thousand Sun, c'est que dans toutes leurs boîtes de base il y avait des Tsangor, alors que tout ce qu'ils voulaient c'était des rubriques, et pas du tout des Tsangor, mais du coup on leur refilait des Tsangor absolument tout le temps. Pourquoi ? Parce que sinon les gens n'en achetaient pas, donc voilà. Faut faire attention. Peut-être que vous vous dites, mais regardez, c'est pas trop cher, peut-être qu'on peut avoir une boîte sympa de base, etc. Mais en fait, vous voulez pas des Tsangor, donc au final vous avez acheté plus que vous vouliez, et puis vous vous êtes fait avoir. Donc ça c'était les prix. Donc vous voyez, il y a du blanc et il y a du noir. C'est un sujet compliqué, les prix, comme d'habitude. Moi ce que je vous conseille c'est toujours de regarder à l'unité. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui valent clairement le coup, et puis il y en a qui n'en valent pas du tout la peine. Ensuite, deuxième sujet pour moi c'est le lore. Alors le lore c'est très important pour la plupart des gens, c'est-à-dire que c'est un peu tout ce qui entoure l'univers, parce qu'au final le lore a été créé pour emballer joliment une marque de figurines. Au final le lore, il faut bien comprendre, le lore sert la vente de figurines, c'est-à-dire que si Games Workshop veut vendre, on va dire une gamme de figurines particulière, ils vont faire du lore autour, par exemple les Primaris. Il faut comprendre que c'est un sujet compliqué. Il y a des trucs qui sont corrects, mais de moins en moins, et il faut quand même comprendre que la majorité du lore aujourd'hui est à chier. Je préfère vous le dire, les gars. Le lore n'est pas bon aujourd'hui. Il y a quelques trucs qui fonctionnent, mais c'est globalement ce qui a été introduit durant l'âge d'argent ou l'âge d'or, donc c'est-à-dire entre 1990 et à peu près 2010, d'accord ? Il y a quelques trucs qui fonctionnent encore, qui ont des bases assez solides, d'accord ? En termes de concept thématique. Mais le reste, la plupart du temps, c'est assez faible. Et je comparerais même ça au manga.
la plupart des mangas sont pas intéressants. Moi, je vais me faire des ennemis, hein, mais il y a très peu de mangas intéressants. Il y a une production phénoménale. La plupart des mangas sont à chier, hein, je préfère vous le dire. Ça se base uniquement sur de la hype temporaire, etc. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que on vous fait avaler un lore, on va dire, je sais pas, je vais prendre un épisode, je me souviens, alors je sais plus si c'était à la V, je crois que c'était la V9, où il y avait Angron qui avait débarqué pour tuer tout le monde, tout le monde se dit c'est stylé, c'est vraiment cool, il y a des primarques qui se battent et tout, mais en fait tu regardes le lore en profondeur, c'était à chier, enfin c'est pas intéressant, c'est juste, c'est du Marvel. Il faut bien comprendre qu'on se rapproche de ça, du Marvel Cinematic Universe. C'est très simple, c'est quasiment que de l'apparence, c'est quasiment que du paraître, hein. Il n'y a pas vraiment de profondeur dans ce lore. La plupart des gens qui étaient responsables du lore à l'époque, qui ont lancé le truc, ne sont plus là. Ce n'est plus la même entreprise aujourd'hui, donc attention, c'est pas parce qu'on vous montre un personnage que vous aimez que c'est forcément bien. Là, il faut faire preuve d'esprit critique, d'accord ? Il y a également, malheureusement, un phénomène, mais bon, c'est pas que Games Workshop, mais ils sont en plein dedans, un phénomène de retcon ou de révisionnisme historique, d'accord, des trucs qui ont marché. C'est-à-dire qu'il y a certains trucs qu'on aimait bien. Je vais parler par exemple de deux factions qui sont quasiment favorites des fans, les custodiens et les chevaliers gris. Malheureusement, leur lore est en train de changer. Donc on a vu dernièrement que par exemple dans les chevaliers gris, il y a le décret Terminus qui a complètement changé. Hein. C'est devenu une sorte de un broglio où on comprend rien et où les mecs ils vont aller dans le palais de Terra, tuer tout le monde, machin. Enfin, ça pue un peu la merde, hein. Je vais pas refaire un truc ici, mais voilà. Et il y a bien sûr, la fameuse inclusion de custodiens femmes parmi les custodiens qui n'ont... Ça n'a aucun sens. Ça a toujours été des hommes. Ils veulent changer, c'est leur droit, d'accord ? Ils veulent changer en disant, bah voilà, il n'y a pas de raison pour que les custos, il n'y ait pas des femmes. Très bien les amis, mais bon, est-ce que ça... Déjà, ça a du sens ? Non. 2, est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est un changement positif ? Encore une fois, non. La plupart des gens, ils n'ont pas aimé. Et deuxième chose, en termes de réception négative, il faut comprendre un truc, c'est que les talons de l'empereur, les serres de l'empereur, il y en a deux. Hein. Il y a la serre de droite, c'est les custodiens, et la serre de gauche, c'est les sœurs du silence. Et le problème, c'est que si on incorpore des femmes aux custodiens, on fait comprendre par, extension, que les sœurs du silence ne sont juste pas assez bonnes pour être des custodiennes. Et du coup, vous allez transformer vos sœurs du silence en une sous-intrigue pas intéressante, alors qu'elles ont un des meilleurs concepts et un des meilleurs visuels de tout le jeu. Donc c'est très problématique, voilà. C'est-à-dire que ils veulent faire de l'inclusivité, mais ils ne regardent pas est-ce que ça a du sens. Encore une fois, il y a plein de femmes dans l'univers, c'est ça qui est bien avec Warhammer, c'est que c'est un univers inclusif de base. Il y a, dans la garde impériale, énormément de femmes, parce que c'est pas sexiste pour le coup, tout le monde s'engage dans la garde impériale. Chez les Tau, c'est pareil, c'est mixte. Il y a des factions uniquement féminines, hein, les sœurs de bataille, les sœurs du silence, etc. Au final, on avait juste deux factions entièrement masculines, hein, c'était 1, les Space Marines, et 2, les custodiens. Les custodiens, maintenant, c'est plus le cas. D'accord ? Maintenant, les Space Marines, c'est le grand prix qu'essaieront de vous faire avaler, je sais pas qui, c'est-à-dire les fameuses Space Marines femmes. Hein. Le jour où ça arrivera, il y aura un autre débat qui se posera. Mais en tout cas, c'est pas encore le cas. Mais moi, ça ne me donne pas trop confiance. On reparlera de ça dans une autre vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, ne pas être prisonnier de son hobby. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que Games Workshop dit, bah voilà, maintenant il y a un changement, les custodiens, ça devient des femmes, ils vont penser qu'ils sont obligés d'accepter ce changement. Non. Moi, mes custodiens, c'est tous des hommes. Et je considère que ça n'existe pas. Dans le lore dans lequel je joue, il n'y a pas de custodien femme, d'accord ? Et c'est pas parce que je suis sexiste, c'est parce que j'apprécie la dualité entre sœurs du silence et custodiens. Moi, je pense que c'est mieux de faire ça que ce qu'ils ont essayé de faire avec une sorte de soupe où on peut tout mettre. Et au final, qui n'a plus vraiment de goût, d'accord ? Donc, on en reparlera, mais voilà. Au niveau du lore, c'est un sujet très très compliqué, comme je vous l'ai dit. Il y a du bon, mais essentiellement du mauvais, et je pense qu'aujourd'hui, pour avoir du bon, il faut faire son truc soi-même. C'est-à-dire, il faut prendre que les éléments que vous aimez, et faire une sorte de mélange savoureux qui vous plaira, et avec lequel vous êtes ok. Parce que malheureusement, les mecs qui disent tout est woke, bah ils manquent d'objectivité, et les mecs qui disent c'est pas assez inclusif, ils manquent aussi d'objectivité. Donc il faut que vous soyez un peu entre les deux, et que vous preniez le meilleur. Voilà.
Et ça demande de l'esprit critique, encore une fois. Troisième sujet, la propriété intellectuelle. Donc ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, c'est la marque. C'est l'image de marque. C'est les droits. C'est comment est-ce que la marque est traitée par Games Workshop. Comment est-ce que Warhammer est traité au sein même de Games Workshop. Comment est-ce qu'ils développent leurs produits, etc. Moi, je dirais que c'est pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une image de marque assez forte. Mais malheureusement, il faut quand même comprendre qu'avec l'entrée dans le vrai mainstream, l'image de marque et la propriété intellectuelle se diluent petit à petit, hein. C'est inévitable. On avait vu ça dans Magic the Gathering, donc le jeu de cartes, d'accord, qui s'est Fortniteisé, hein. Ils avaient un super lore, une super identité visuelle. C'est fini maintenant. C'est fini, les gars. Magic the Gathering, c'est dead, hein. Eux, ils y sont allés en plein dedans, ils ont plongé dedans. Donjons et Dragons, c'est pareil, il reste rien là-bas. Warhammer, on n'y est pas encore, d'accord, parce que Games Workshop a toujours été lent à évoluer, mais peut-être qu'on y sera un jour, malheureusement, hein. Donc, depuis Fortnite, malheureusement, hein, voilà, les marques s'alignent sur cette espèce de dilution totale de leur propriété intellectuelle, donc voilà, ça, il faut vous y attendre, hein. Petit à petit, si les choses restent comme ça, Warhammer va devenir de plus en plus fade, parce que ils veulent toucher un monde de plus en plus large. C'est malheureusement inévitable. On le voit par exemple avec Amazon et la fameuse série en préparation avec Henry Cavill, etc. Ils vont utiliser par exemple une figure populaire comme Henry Cavill, moi j'adore, hein, je suis fan, mais sous prétexte que Henry Cavill est dedans, ou serait en charge du projet, ils essaient de vous faire oublier que en fait, les preneurs de décision c'est les financiers derrière, hein, c'est les mecs d'Amazon, c'est les mecs de Games Workshop, etc. Donc n'oubliez pas, même si Henry Cavill, on a tous envie de le soutenir, on a tous envie de le voir réussir, il faut pas oublier que le produit en tant que tel, ce n'est pas le sien. Lui, il suit un cahier des charges, il peut essayer de faire de son mieux, et je suis sûr qu'il a les meilleures intentions du monde, mais en définitive, ne consommez pas un produit ou une propriété intellectuelle qui ne vaut pas le coup d'être consommé juste parce que il y a une marque ou un personnage dedans, d'accord ? Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est moi, si la série sort, et que je me rends compte que ça va pas, d'accord, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue visuel, peu importe, je ne vais pas aller la regarder juste parce qu'il y a Henry Cavill dedans, je suis désolé. Mon temps est précieux, d'accord, je vais pas aller glaze un truc qui m'intéresse pas, sous prétexte qu'il y a un gars que j'aime bien dedans, vous voyez ? On peut faire autrement, on peut toujours choisir ce qu'on aime, et on peut toujours choisir ce qu'on n'aime pas aussi, d'accord ? Donc, méfiez-vous, hein, ça va continuer comme ça, malheureusement. La propriété intellectuelle n'est pas préservée particulièrement par Games Workshop. Ils ont un peu de retard sur les autres marques, donc elle est encore un tout petit peu savoureuse, mais malheureusement, j'ai pas de confiance pour le futur. Ensuite, on a le service. Alors, service à la personne, le service au client, hein. Là, c'est vraiment l'aspect purement marchand. Le service, c'est 50-50. Ils ont des très bonnes choses, et ils ont des très mauvaises choses. Le service client, par exemple, il est excellent, hein. Y a aucun problème avec le SAV, il vous remplace les kits qui fonctionnent pas, les frais de port sont offerts au-delà de 50€, mais en général vous faites pas vraiment des commandes à moins de 50€, donc globalement c'est quasiment tout le temps offert. Ils sont pas obligés de le faire, ça. Faut bien comprendre, ils ne sont pas obligés de le faire. Et comme c'est produit entre guillemets régionalement, en France, on reçoit les commandes très rapidement. Donc ça, c'est intéressant. Ils sont à l'écoute, d'accord ? Ils sont à l'écoute du client quand il y a un problème, et ils ne demandent pas des justificatifs de naissance, machin, pour juste vous remplacer une pièce, d'accord ? Donc ça, c'est très bien. Mais il y a un sujet qui est quand même très présent, c'est le scalping, hein. Donc le scalping, ce sont les gens qui ont des bots et qui vont acheter tous les stocks, sachant que eux ils ont pas beaucoup de stocks, et je suis désolé, Games Workshop n'arrive pas à y faire face correctement. Ça, il faut le dire, ils n'arrivent pas à trouver de solution correcte pour que enfin leur stock arrive à leurs clients honnêtes. Ils vont se faire scalper à chaque fois. Et également, hein, ils entretiennent aussi des hypes temporaires et des fausses hypes pour faire acheter et accepter des produits de merde aux clients. Il faut bien le dire. Il y a plein de trucs édition limitée, édition collector qui puent du zob, hein. Il faut le dire. Moi, par exemple, je me souviens de la sortie du Lion, d'accord, donc c'est le Primark des Dark Angel quand il est sorti sur 40K. Ils avaient sorti une édition limitée. Alors, je me souviens du nom de la boîte, c'était le Lion et sa garde
ça garde Léonine, enfin je sais plus, c'était un nom spécial. Et en fait, malheureusement, dans la boîte, t'avais le Primark, d'accord, et t'avais des Blade Guard, qui n'avaient rien de différent avec les autres. Donc en fait, on vous refilait des Blade Guard que vous vouliez pas forcément, d'accord. Et en fait, on leur donnait un autre nom pour faire monter la hype. Et puis du coup, voilà, vous aviez un produit qui n'était pas bon, ou alors pas cohérent, ou alors, je suis désolé, mais on le faisait pour faire monter une sorte de hype. Oh oui, mais c'est les gardes du lion, machin. Non, c'est juste des Blade Guard basiques. Hein. Ok. Donc vous avez plein de trucs comme ça chez Games Workshop. Quand ils vous proposent un produit, une boîte, n'oubliez pas de toujours faire un pas en arrière, esprit critique, vous vous demandez, mais attendez, qu'est-ce qu'ils essaient de me montrer, qu'est-ce qu'ils essaient de me faire vendre, qu'est-ce qu'ils essaient de me faire acheter. Et là, en général, vous allez diluer un peu votre hype et vous allez dire, attendez, du coup là on a un Primark, donc ça c'est cool, c'est celui que je veux, mais par contre, est-ce que je suis obligé de payer 40€ en plus pour avoir des vieux Blade Guard que je suis pas forcément sûr de vouloir? Vous comprenez? Ça, c'est symptomatique, il y a plein de boîtes, plein de produits comme ça. D'accord? Donc attention à la hype, toujours attention à la hype. Ensuite, en termes de services négatifs, il y a les boutiques, d'accord? Les boutiques officielles Warhammer. Ce ne sont plus des boutiques de jeux, hein. Games Workshop, il n'y a plus de games dedans, il faut bien que vous compreniez, ce ne sont pas des boutiques de jeux, ce ne sont pas des boutiques de hobby, ce sont des Apple Store, d'accord? C'est pas moi qui le dis, ce sont des gens qui vivent en Angleterre, qui ont travaillé pour Games Workshop et qui ont fini de travailler pour eux, qui ont tenu des boutiques, ils vous le disent. Ce sont des Apple Store. Ils vous le disent, on est des Apple Store, on ne va pas être encouragé par la hiérarchie à faire du jeu, d'accord? On ne va pas être encouragé à accueillir les clients qui sont des habitués, des clients qui sont à l'ancienne, hein, qui veulent parler de hobby, qui veulent parler de conversion, qui veulent parler de créativité, qui veulent parler de craft. Non. Les boutiques n'ont que un seul but aujourd'hui, un seul, d'accord? C'est uniquement des starters pour les débutants. Ce sont des lieux de conversion à la secte pour des gens qui n'y connaissent rien. Parce que les gens qui n'y connaissent rien, ils sont vulnérables à croire ce que les vendeurs, et encore une fois, les vendeurs, j'en parle souvent, mais on leur demande de faire ce travail. C'est pas forcément des gens mal intentionnés, ce sont des gens passionnés qui sont sous-payés, d'accord, et dont on utilise leur passion comme d'un levier pour faire un service qui est pas bon. D'accord? Donc, eux aussi sont victimes, entre guillemets, de l'histoire, pour la plupart. On va profiter de la naïveté des nouveaux pour leur faire acheter n'importe quoi. Pour leur dire, bah voilà, si vous voulez des décors, il faut acheter ces décors qui sont derrière moi. Vous pouvez pas les créer vous-même, etc. Et en fait, petit à petit, ça forme toute une génération de joueurs à penser que Games Workshop est l'unique fournisseur et que l'imagination ne fait plus partie du hobby, contrairement à avant. Donc ça, faut bien faire attention, les boutiques, quand vous avez une certaine bouteille, ne servent plus à rien. Notamment parce qu'elles vendent les objets plus chers que dans des boutiques de revente, c'est-à-dire des boutiques non officielles, qui ont été créditées par Games Workshop pour vendre du stock. Par exemple, on peut penser à des boutiques indépendantes de jeux, des ludothèques qui peuvent vendre des jeux, etc. Bah, vous avez des produits moins chers là-bas, hein, d'accord? Donc ça ne sert à rien. Les boutiques officielles Warhammer, c'est uniquement pour que les débutants y aillent, parce qu'ils pensent que c'est là qu'il faut se fournir, et c'est là où on les encule. Voilà. Donc, attention à ça. Ensuite, je dirais, il y a des clashs réguliers avec les fans. En termes de service, j'ai déjà vu mieux, mais j'ai déjà vu pire aussi, mais quand même. Il y a souvent, sur les réseaux sociaux, des problèmes, par exemple, on va revenir enfin sur les custodiens femmes. En fait, les gars... vous avez 60% de votre communauté qui dit bah on n'aime pas le changement que vous avez fait, ça n'a pas de sens, etc. C'est pas grave, Games Workshop va aller au clash et dire que vous êtes des nazis. Hein. C'est comme ça. Donc attention à ça, si vous n'aimez pas la politique dans vos entreprises, Games Workshop se politise. Donc ça, pareil. Si vous êtes capable de vous en foutre, tant mieux, comme moi par exemple, mais si ça devient trop prégnant, ça peut devenir relou. C'est aussi une marque qui écoute peu sa communauté pour les choix qu'ils font, parce que comme ils sont mainstream et qu'ils gagnent beaucoup d'argent maintenant qu'il y a des investisseurs, ils ne sont pas forcément obligés de rendre des comptes aux fans, parce que malheureusement il y a encore trop de gens qui achètent sans réfléchir à ce qu'ils achètent, et du coup de toute façon la rentrée d'argent elle est là, hein, donc que vous disiez que vous soyez pas d'accord avec ce qu'ils font, ils en ont rien à foutre. Donc ça, pareil, c'est une marque impersonnelle, un Apple Store. Donc si vous voulez une marque de proximité, ne faites pas ça. Enfin, ne vous fournissez pas avec eux. Il y a également quelques bonnes décisions, hein, quand même. On peut penser à la décision qu'ils ont eue récemment de dire bah non, nous on bannit complètement l'utilisation de l'IA générative pour nos concepts, ce qui est très bien, hein, faut le dire. C'est bon, moi j'attends éventuellement, hein, peut-être que dans 2 ans ils diront l'inverse, mais en tout cas actuellement ils ont pris une position
qui est bonne. C'est-à-dire, on va pas utiliser d'IA générative pour nos concept art, etc. Donc ça, c'est très bon. Et il y a également, je me souviens à l'époque où PETA avait réclamé l'arrêt des manteaux de fourrure dans Warhammer parce que ça renvoie une image négative des animaux, etc. Warhammer les avait envoyés complètement chier en disant bah c'est bon, de toute façon c'est un univers inventé. Donc ça c'est pareil, c'était plutôt bien. Et il y a aussi une idée de pas d'association avec les autres marques. Ça c'est assez négatif, c'est-à-dire que si vous voulez avoir du Forge World, alors que c'est Warhammer, mais bon, si vous voulez avoir du Forge World, si vous voulez faire des conversions, vous ne pouvez pas aller en boutique avec ces conversions-là. C'est ni que les autres marques. Il y a une forme de culte, il y a une forme de secte, de sectarisme qui est assez déplaisant. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que voilà, Games Workshop n'est pas tout noir ni tout blanc. Voilà, ils continueront d'évoluer soit en bien, soit en mal, ou les deux à la fois, sans doute. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont pas prêts de disparaître pour le moment. Il y a une concurrence qui n'existe pas aujourd'hui à un niveau qui permettrait de leur faire revoir leur système entier de pensée, d'utilisation de leurs fournisseurs, etc. Là, ça va pas être possible, donc ils vont continuer comme ça, hein, pour le meilleur et pour le pire. Moi, je serais d'avis quand même, hein, de faire jouer votre esprit critique à chaque fois que vous faites une décision, hein, dans la vie comme dans le hobby, pour acheter ce qui vaut le coup et ne pas se laisser berner par le reste. Hein. C'est très important que vous le fassiez dans la vie mais aussi dans le hobby, parce que ça vous permettra de profiter de tout ce que Games Workshop a à offrir de positif, sans pour autant être prisonnier du négatif. Et moi, il y a beaucoup de gens que je remarque, hein, qui sont prisonniers du négatif, parce que on les a matrixés dans leur tête à croire qu'ils ne peuvent pas faire sans, qu'on ne peut pas rejeter ce qui est négatif et vivre sans. On peut faire ses propres trucs, hein, contrairement à tout ce qui est mis en place pour vous persuader du contraire. C'est pas parce que vous achetez un set Warhammer officiel que vous ne pouvez pas le convertir avec des bits non officiels, que vous ne pouvez pas inventer votre propre lore, que vous pouvez pas dire bah voilà, moi dans mon jeu, hein, les custodiens femmes ça n'existe pas. Ce n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de boire le verre entier. Vous pouvez juste boire jusqu'à ce que vous ayez plus soif et puis laisser le reste pour plus tard, ou alors juste ne pas le prendre. D'accord. Donc ça, on en parlera dans une vidéo qui va suivre, hein, qui sera peut-être intitulée « Comment ne pas être prisonnier de son hobby », d'accord, parce que vraiment, 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 ça existe. Et je pense que c'est un grave problème pour beaucoup de gens qui commencent à avoir de l'expérience et qui sont un peu désespérés. Hein. Donc on en reparlera. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être ça vous aidera à y voir un peu plus clair si vous n'étiez pas trop au courant. Et puis sinon, j'espère que vous aurez aimé l'écouter et que ça vous a fait passer un petit moment de détente. Voilà. Donc en tout cas, je vous laisse pour l'instant et je vous dis salut, prenez soin de vous les gars, ciao.